Dobar dan, ja sam Milan Maksimović. Kao što čujete, znam da pričam malo srpski jezik, pošto sam ga naučio sa babom u Srbiji, ali ipak moj srpski nije toliko dobar da bi mogao da vam pričam o astrofizici na srpskom. I zbog toga morat ću da vam pričam francuski, izvinite za to. I tako ću produžiti na francuski. Donc je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille à l'Observatoire de Paris, à Meudon. Mon laboratoire est le LESIA, le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Ma spécialité, c'est l'étude de la couronne solaire. Qu'est-ce que la couronne solaire? C'est l'enveloppe externe du Soleil qui est visible lorsqu'il y a une éclipse. Et cette enveloppe externe est tellement chaude, beaucoup plus chaude que sa surface, qu'elle s'évapore dans toutes les directions pour créer un flux de particules qu'on appelle le vent solaire. Et ce vent solaire peut impacter tout un tas d'objets du système solaire, des comètes, des planètes, des satellites, artificiels ou non, et peut impacter la Terre et créer les fameuses aurores boréales, qui est un des phénomènes, une des conséquences de l'existence du vent solaire. Alors, je travaille plus particulièrement dans le domaine de l'astrophysique spatiale, à savoir que je conçois et je participe à la construction d'instruments scientifiques pour observer le Soleil, la couronne et surtout le vent solaire. Et donc j'ai été impliqué dans les presque 18 dernières années à l'élaboration d'un instrument qui s'appelle en anglais Radio and Plasma Waves. L'acronyme c'est RPW. C'est un instrument qui en fait va regarder les lumières du Soleil, les lumières de la couronne, mais dans une longueur d'onde un peu particulière, dans la longueur d'onde des ondes radio, afin d'écouter, entre guillemets, c'est une vision imagée, en tout cas de mesurer les émissions radio produites pendant les éruptions solaires au niveau du Soleil et l'injection des particules énergétiques, notamment les électrons, car il faut savoir que le Soleil, notre Soleil, en plus de produire la lumière, nous est bénéfique à tous, donc des particules, des photons, des particules de lumière, produit également une grande quantité de particules énergétiques qui sont envoyées dans le système solaire et qui, au passage, je reviendrai sur ce point, peuvent être dangereuses, par exemple, principalement pour les astronautes, et notamment des astronautes qui iraient vers Mars. Alors donc je travaille sur ce projet de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Solar Orbiter. Ça fait 18 ans que je travaille dessus. Le projet a été lancé en 2021, en 2020, donc en février 2020, et depuis, la sonde voyage autour du Soleil, recueille beaucoup de données, et la raison pour laquelle je ne peux pas être avec vous aujourd'hui est que je suis en ce moment dans le sud de la France, dans une école d'été qu'on organise, à laquelle participent une soixantaine de jeunes étudiants. Donc c'est la nouvelle relève des astrophysiciens spécialistes du Soleil pour les prochaines années. Et donc il y a cette école d'été, malheureusement, donc je n'ai pas pu être présent. Désolé Zoritza, ça sera pour une prochaine fois. Voilà, alors je travaille sur la mission Solar Orbiter. Deux mots quand même sur les impacts sociétaux qu'il peut y avoir de ce type d'activité. Alors d'une manière générale, le spatial, je dirais tout le spatial, que ce soit scientifique ou bien
disons, commercial, peut avoir des implications industrielles au niveau de la vie de tous les jours. Par exemple, quelques exemples, ce qu'on appelle la mémoire flash, qu'on utilise maintenant dans tous les ordinateurs et puis qu'on utilise dans les clés USB qu'on met dans les ordinateurs. Ça a été développé grâce à de la technologie qui avait été développée pour le spatial. Le velcro qu'on utilise pour attacher ses baskets, par exemple, qu'on utilisait dans le temps, a été inventé pour la combinaison des cosmonautes, et j'en passe beaucoup d'autres exemples. Dans le cadre du travail que j'effectue, l'impact sociétal le plus notable est celui de l'étude de ce qu'on appelle maintenant de nos jours la météorologie de l'espace, qui est une science qui commence à se développer, qui ressemble un peu à la météorologie classique que l'on connaît, qui est une science qui essaye de prédire justement ces fameuses éruptions solaires qui peuvent envoyer, alors j'ai parlé tout à l'heure de particules, le Soleil peut envoyer des particules énergétiques, mais également ce qu'on appelle des éjections de masse coronale. Alors la couronne s'évapore dans toutes les directions pour créer donc ce fameux vent solaire. La vitesse moyenne du vent solaire, c'est de l'ordre de 200 à 600 km par seconde. Le vent solaire, une bulle de plasma solaire, met en gros 4 jours pour parcourir les 150 millions de kilomètres qu'il y a entre le Soleil et la Terre. Mais de temps en temps, comme sur Terre, on peut avoir des bourrasques de vent solaire, donc des bouffées de vent solaire, donc des zones quasiment, presque parfois, l'ensemble de l'atmosphère solaire, l'ensemble de la couronne se vide pour créer ce qu'on appelle des éjections de masse coronale. Et ces éjections, si elles sont dirigées vers la Terre, vont impacter la Terre et produire, donc j'ai parlé tout à l'heure des aurores boréales, mais produire également des perturbations, et ça s'est vu dans les années, il y a quelque temps, dans le nord des États-Unis, donc au Canada, au Québec, donc nord de l'Amérique, des perturbations donc, sur les lignes à haute tension et des blackouts électriques. Il y en a eu un célèbre dans la ville de Québec en 86, si ma mémoire est bonne, et produisent également des phénomènes donc potentiellement d'érosion de structures métalliques de grande dimension. Et quand je parle de structures métalliques de grande dimension, je pense par exemple aux oléoducs ou aux gazoducs qui transportent donc, du pétrole ou du gaz sur des très grandes distances, qui ont des enveloppes métalliques. Et lorsqu'il y a une perturbation du vent solaire, dû au vent solaire, ça modifie la structure du champ magnétique. Et ces mouvements de grande échelle du champ magnétique peuvent créer des courants à l'intérieur de ces gazoducs et à force, au bout de quelques années, quelques dizaines d'années, éroder les gazoducs. Ça a déjà été observé et c'est attribué à l'impact du Soleil. Alors d'autres impacts, les particules énergétiques, je vous en ai parlé, elles peuvent être dangereuses quand on est un cosmonaute, quand on sort de son véhicule, quand on fait une sortie extravéhiculaire, ou bien quand un cosmonaute ou des cosmonautes voudront éventuellement aller vers Mars, parce que le voyage est long. Donc il y a ce flux de particules énergétiques qui est un peu comme un rayonnement ionisant qu'il y a eu, par exemple à Tchernobyl ou à Fukushima. Sur Terre, on est protégé de ce rayonnement. On a notre couche d'atmosphère qui est relativement épaisse, suffisamment épaisse pour nous protéger. Par contre, il y a certaines personnes qui sont moins protégées ou qui, à force d'exercer leur activité,
peuvent avoir éventuellement des effets liés à l'activité solaire. Alors ça, c'est en train d'être étudié. Je pense par exemple au personnel navigant et aux pilotes d'avions de ligne. Il y a des compagnies aériennes qui se préoccupent maintenant de ce problème et qui essayent de récupérer des données dans les observatoires qui étudient le Soleil et qui étudient l'état de la couronne et essayent auprès des spécialistes de récupérer les informations pour, par exemple, protéger les pilotes de ligne, les voyageurs tout simplement. Alors le problème n'est pas aussi dangereux que en dehors de l'espace parce qu'en fait les doses sont plus faibles et l'effet serait cumulé, mais néanmoins c'est un sujet d'étude et éventuellement de préoccupation pour le futur. Donc je vous ai parlé de mes recherches un peu, je vous ai un peu parlé de l'impact sociétal. Quelques mots sur disons, mon goût ou ma volonté de vulgariser la science et de transmettre vers le plus grand nombre les savoirs. Alors je pense que c'est devenu depuis quelques années, en tout cas pour moi, presque un acte militant. Je pense qu'on doit transmettre le savoir. Personnellement, je pense que une grande partie des maux de notre planète et de l'humanité en général sont principalement liés à l'ignorance et au manque d'éducation ou manque de savoir. C'est pas exactement la même chose, mais en tout cas, parfois un manque d'éducation qui fait que les gens ont du mal à appréhender le savoir, et notamment ont du mal à appréhender un savoir qui peut être complexe. On vit dans une société extrêmement complexe, qui est multi-paramètres, et pour pouvoir, on parle de la mondialisation, pour pouvoir aborder cette complexité, il est utile, je pense, pour les scientifiques, les chercheurs, de transmettre et d'essayer d'expliquer au mieux leur savoir, afin que le maximum de personnes soient armées face à cette complexité et se rendre compte finalement que la science n'est pas forcément quelque chose un savoir secret détenu par un petit groupe de personnes qui pourraient en faire un usage plus ou moins disons intéressé ou détourné. Bon, la science, c'est la diffusion du savoir au maximum. Il faut savoir que mes recherches, par exemple, la première chose que je fais quand je fais une découverte, alors qu'elle soit plus ou moins importante, c'est de publier les résultats. On fait tous la même chose, on publie les résultats dans des revues scientifiques qui sont accessibles à tout le monde. Elles ne sont pas forcément accessibles à tout le monde vu qu'elles sont écrites qu'elles sont écrites en anglais, c'est la tradition, mais disons, elles peuvent être accessibles à tout le monde. En fait, on n'essaye pas de cacher des choses et des savoirs, on essaie de les diffuser. Donc cette volonté de diffuser, ou en tout cas ce goût pour la diffusion du savoir, va un peu de pair avec disons, mes premières expériences, et peut-être ce qui est à l'origine de ma vocation et de ma profession. C'est effectivement les étés que je passais avec ma grand-mère en Serbie, dans le petit village de Stragari, en plein centre de la Šumadija, quelques 120 km au sud de Belgrade. Et j'y allais tous les étés pendant 2 mois et demi, quand j'étais enfant, jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Et tous les étés, avec ma grand-mère,
regarder les étoiles et j'aimais regarder les étoiles, observer la lumière. Donc j'étais déjà fasciné par la lumière des étoiles et je comptais les étoiles. Et à un moment donné, ma grand-mère m'a dit arrête de compter les étoiles, ça porte malheur. Alors ça m'a un peu intrigué, je lui ai demandé pourquoi. Soit elle n'a pas su, soit elle n'a pas voulu me répondre, mais ça m'a un peu intrigué et en fait j'ai ce souvenir en tête depuis très longtemps et la curiosité que j'ai vient peut-être de là et du coup je me place à la place du petit enfant que j'étais qui n'avait pas forcément avec ma grand-mère accès à ce savoir. Du coup j'essaye moi de le transmettre et de montrer que bon, ce n'est pas péjoratif vis-à-vis de ma grand-mère, bien sûr, que j'ai beaucoup aimé, qui a beaucoup compté pour moi, mais compter les étoiles, c'est pas du tout quelque chose qui porte malheur. D'ailleurs, il y a des gens qui passent leur vie professionnelle à compter les étoiles de notre galaxie. Le projet Gaïa, qui a été lancé il y a quelques années, a compté toutes les étoiles de la galaxie, de notre galaxie. Maintenant, on compte les galaxies. Voilà, donc ça c'était un peu quelques mots sur la transmission du savoir et ce qui me motive. Quelques mots pour finir, quand même, sur un sujet, et c'est en échangeant avec Zorica que j'ai donc voulu vous parler de ce point. Je pense qu'on vit en plus d'une période très difficile au niveau climatique que l'on connaît tous, et potentiellement, effectivement, dangereuse et je dirais même mortifère à moyen long terme. On vit une crise climatique, mais on vit aussi une crise vis-à-vis, qui est moins connue, mais vis-à-vis de l'accès à la lumière qui est émise par le cosmos et qui nous arrive. Notamment la lumière dans le domaine visible. Et je voudrais parler, durant les quelques minutes qui me restent, de la pollution lumineuse, qui est un problème majeur contre lequel il faut lutter de plus en plus. Il se trouve que mon épouse, une petite maison en Normandie, dans un petit village, où il y a quelques 200 habitants, et bien dans ce village où il n'y a pas vraiment de très haute criminalité ou de très grand danger de se faire agresser la nuit, parce qu'il y a très peu de personnes qui sortent la nuit dans le village, tout le monde reste chez soi. Et bien néanmoins, il y a eu un lampadaire qui a été installé récemment et qui fait plein de lumière. De plus en plus, les gens ont une espèce de crainte du noir, du fait qu'on se retrouve dans un endroit qui semble isolé parce qu'il n'est pas éclairé, et on met des lampadaires partout. Alors donc ça fait des décennies, mais ça continue malheureusement, et ça continue quasiment en s'accélérant. On peut voir les images de Thomas Pesquet, prises par Thomas Pesquet lorsqu'il tourne autour de la Terre et qu'on voit toutes les régions qui sont illuminées. Il y en a de plus en plus. Et le résultat de ça, c'est qu'on commence à perdre le contact avec le ciel, dans ce sens où on ne voit plus les étoiles. À Paris, on ne voit plus les étoiles. Dans toutes les grandes villes, on ne voit plus les étoiles. Les endroits où on voit les étoiles, et même la galaxie, notre Voie lactée, la lumière de notre Voie lactée, en France en tout cas, sont très restreintes. Il y a peut-être quelques pourcentages du territoire où on peut encore voir la galaxie. Et là, on est en train de perdre un contact avec notre cosmos qui était millénaire, qui a en fait réellement façonné notre civilisation et l'humanité. Et c'est un point sur lequel il faut se mobiliser. Je crois que Zorica travaille sur ce sujet. C'est un point qu'il faut qui nécessite, disons,
une réflexion et une action du plus grand nombre. On peut tout simplement, par exemple, mettre des lampadaires qui n'émettent pas vers le ciel mais qui mettent vers le bas, et puis on peut diminuer la luminosité des lampadaires, on peut même diminuer la quantité de lampadaires. On n'a pas besoin de toute cette lumière. C'est un gâchis d'énergie qui est énorme, et c'est un gâchis également vis-à-vis de la lumière du cosmos. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Désolé encore une fois de ne pas avoir pu assister à cet événement. Ça sera pour une prochaine fois. Et je vous souhaite donc de bons débats et puis une bonne conférence ce soir. Voilà. Merci.